Votre santé d'abord, avec Joël G. Bienvenue à l'émission. Êtes-vous du type gourmand, gourmet ou grignoteur? La plupart d'entre nous connaissons certains principes de base pour une bonne alimentation. Genre plus de légumes, moins de sucre, moins de gras. Souvent, nos habitudes depuis l'enfance, nos croyances, nos mémoires nous empêchent de mettre en application nos connaissances au quotidien. Pour cette raison, il y a des spécialistes en la matière qui, avec leur talent, leur expertise et leurs bons outils, peuvent nous influencer positivement et nous rendre la tâche plus facile. C'est le cas de mon invité, Daniel Lamontagne, nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et auteur de festins végétariens incluant 2 guides alimentaires, un végétarien et un végétalien. Elle est fondatrice de l'Institut de reprogrammation alimentaire de Montréal. Elle donne des ateliers, des cours, des conférences sur la nutrition et la reprogrammation alimentaire étape par étape. Alors, pour parler de reprogrammation alimentaire, on veut changer nos habitudes, on veut mieux manger. Alors, la fondatrice de l'Institut de reprogrammation alimentaire de Montréal, Daniel Lamontagne, nutritionniste et auteur, bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Alors, la reprogrammation alimentaire, c'est un nouveau concept. Oui. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça vraiment, là. Alors, comment vous en êtes venu à ce concept-là ou à mettre ça sur pied? En fait, c'est en observant les gens, comment ils fonctionnaient. Puis aussi, je me rendais compte que les gens, ils pensaient bien manger. Je veux dire, il y a peut-être 80 des gens qui pensent bien manger, puis il y a 80 des gens qui mangent pas ce qu'ils devraient manger. Donc, il y a comment vous dites ça, là? Il y a 80 des gens qui pensent qu'ils mangent bien quand on fait des sondages. Là. Mais quand on regarde profondément dans les habitudes alimentaires, il y a 80 des gens qui mangent pas ce qu'ils devraient manger pour être en bonne santé. Ça, c'est un autre 80 ou c'est dans le même 80 C'est 80 global. Fait qu'il y a comme un problème, là. OK. Il y a comme un problème. C'est là. ça marche pas. Moi, j'additionnais ça dans ma tête. J'ai trop de 80 là-dedans. OK, je comprends. Marche pas, là. OK, non, ça fonctionne pas. On pense qu'on fait bien, mais dans le fond, on fait pas ce qu'on devrait. Fait que c'est ça, la reprogrammation alimentaire. C'est pour te contacter l'intelligence du corps pour manger avec justesse. Ça veut dire manger qu'est-ce qui est bon pour ton corps à toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour ton voisin. Puis vice-versa. C'est intéressant parce que c'est vrai, ça. C'est vrai quelque part. Et je pense que on s'en va de plus en plus vers ça parce qu'il y a toutes sortes de styles d'alimentation. Végétalien, cru, pas de viande, pas de ci, pas de ça. Montignac, Atkins. Il y a plein de sortes de diètes. Les combinaisons alimentaires. Mais c'est ça, ça fonctionne à un certain degré ou pour ça certaines fonctionne personnes. Pour certaines et moins pour d'autres. Alors vous, on oublie tout ça. Ou on prend tout ça et on choisit là-dedans, c'est ça? En fait, dans chacune de ces approches-là, il y a des principes de base. Et c'est ça qu'il faut regarder. Comme? Si vous regardez dans Shelton, les combinaisons alimentaires, Shelton, c'est basé beaucoup sur le fonctionnement du système digestif. Les gens qui ont une digestion lente, une digestion difficile, peuvent avoir intérêt à suivre les principes de Shelton. Des combinaisons alimentaires. Des combinaisons alimentaires peuvent avoir intérêt. Sauf qu'il faut en même temps penser que ça peut être astreignant, là. Mais les personnes qui ont des problèmes, ça peut être intéressant. D'ailleurs, vous en parlez dans vos cours du système digestif et des combinaisons alimentaires. Qu'est-ce que vous faites par rapport au système digestif? Parce que, comme on disait avant l'émission, c'est pas comme notre poignet, notre jambe, on la voit fonctionner, mais notre système digestif, lui, on le voit pas. On le voit pas. On le voit pas tellement à l'extérieur, en tout cas. On le sent juste quand il va mal. Ah, ça, c'est une bonne affaire, oui. Fait que donc, dans un des ateliers, ce qu'on fait, je fais faire une visualisation du système digestif avec le voyage des aliments à travers le système digestif. Donc, on voit comment ils sont décomposés, à quel endroit, comment ils sont absorbés aussi, de la bouche jusqu'au petit lingot qui sort à la fin.
Et quelles sont les perceptions? Qu'est-ce que les gens vous disent suite à cet exercice-là, par exemple? Et ils sont impressionnés par la complexité. Puis, pour plusieurs personnes, c'est la première fois qui visualisent leur système digestif, qui un peu comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc, ils vont dire « Oh mon Dieu, je vais avoir du respect » ou « je suis impressionnée ». Donc, merveilleuse machine aussi, là. Oui, merveilleuse machine qui s'adapte à beaucoup de choses. Hein? Exactement. Puis on se rend compte qu'on lui en demande beaucoup. On lui en demande beaucoup. Mm. Et il ne dit pas un mot, jusqu'à temps qu'il dise quelque chose. Jusqu'à temps qu'il flanche ou qu'il est débordé. Vous parliez de reconnecter avec l'intelligence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Reconnecter avec l'intelligence du corps pour savoir qu'est-ce qui nous convient? En fait, au niveau cellulaire, il y a des programmations qui se sont enregistrées dans notre espèce humaine. À travers les millénaires, on a appris des choses. Mm-hmm. Et puis, c'est ça l'intelligence du corps. Le corps, il sait ce dont il a besoin pour se nourrir adéquatement. Et puis, on s'est déconnecté de ça parce que on s'est déconnecté aussi de notre alimentation ancestrale depuis 100 ans à peu près. Fait que donc, il faut reconnecter ça ensemble. Notre corps, il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Mais je dis toujours, si on lui demande juste steak, blé d'Inde, patate, qu'on lui offre juste des choix limités, il ne peut pas demander d'autres choses parce qu'il ne connaît pas d'autres choses. C'est intéressant. C'est un peu comme quelqu'un qui prendra un cours en comptabilité ou en cuisine ou en informatique. Il l'apprend, il le sait. Donc, quand il y a un problème, il a la réponse, il va la chercher. Tandis que moi, que j'ai jamais pris ces cours-là, par exemple, je ne serais pas capable de régler un problème. Vous êtes en train de nous dire que ça ressemble à ça, à quelque part, au niveau de l'alimentation et de ce qui est bon au niveau des aliments pour notre corps. Oui. Puis notre corps, il le sait. Il sait, il s'agit juste de lui permettre de l'exprimer. Puis pour lui permettre de l'exprimer, il faut absolument élargir, faire des expériences. Et vous, c'est ce que vous nous offrez. Dans les cours que vous donnez. Dans les ateliers, oui. Les c'est ça ateliers qu'on que fait. vous donnez, vous nous permettez d'expérimenter des choses comme pour donner une autre information pour que le corps puisse savoir ça lui convient, ça lui convient pas. Le mettre dans sa banque de données. On pourrait dire ça comme ça. Oui, exactement. Alors, quoi d'autre que vous faites dans le cours? Expliquez-nous, vous dites aussi que le plaisir de se nourrir à travers les 5 sens. Vous parlez de ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites comme expérience par rapport à ça? D'abord, je fais découvrir l'appareil gustateur. Qui est au niveau de la bouche, toutes les sensations, les papilles gustatives, comment ça fonctionne, ça. Les différents goûts comme chaud, froid, salé, sucré, tout ça? Ça, c'est le chaud et le froid, ça, c'est les températures, mais je parle des goûts primaires, le salé, le sucré, l'amer, l'acide. Okay. Puis on parle aussi des goûts accessoires, là, qui sont l'astringent, le piquant et le frais. Mm-hmm. Puis on parle maintenant aussi de umami, mais celui-là, je suis moins certaine. Là. Okay. Donc, on explore ça. Puis je montre aux gens comment on mange avec nos 5 sens. On mange avec nos yeux, hein, on le dit souvent. Oui, ça, c'est ça. Celle-là, on la sait. Puis si notre nez est bouché, on ne goûte pas. Non, c'est vrai. Parce que tous les composés volatiles, on peut les percevoir grâce à l'odorat. Si on n'a plus d'odorat, puis les gens qui ont perdu l'odorat, ils perdent aussi beaucoup de leur sens du goût. Puis manger, ça fait du bruit. Puis le chaud, le froid, on le sent par le toucher. Okay. Les textures, toutes les textures. Pourquoi les enfants ils aiment manger avec leurs mains? C'est parce qu'ils découvrent les aliments avec leurs mains, les sentent avec leurs mains. Fait que là, on est programmé à manger avec une fourchette. Oui. C'est dans notre programmation. Oui, c'est ça que j'ai fait. C'est vrai, hein? Puis dans mes ateliers, ils n'ont pas de fourchette. Ils sont obligés de manger avec leurs mains souvent. Mais c'est bon parce qu'il y a certaines nations ou certains pays où ils font encore ça un peu. Hein? Ils mangent du riz puis des trucs comme ça. Puis ils servent beaucoup plus de leurs mains Absolument. que nous. Fait que vous dites qu'il y a un bienfait là-dedans. Oui. De manger avec ses mains. Oui. Alors, ça nous permet de quoi? De toucher, de oui. sentir. Oui, c'est un autre sens, c'est ça? C'est un autre sens. Bon, c'est sûr qu'on l'a dans la bouche, le sens du toucher, sinon on se brûlerait ou on se mordrait continuellement. Mais toucher un aliment avec nos mains, ça nous permet de le connaître différemment.
On parle de reprogrammation alimentaire avec la nutritionniste et fondatrice de l'Institut de reprogrammation alimentaire de Montréal, Danielle Lamontagne. Alors, c'est intéressant. On a vraiment différentes façons de voir la nourriture. C'est plus juste comme tu as faim, tu manges, puis tu t'en vas de table. Non, non, non. Il y a tout un aspect préparatoire, gustatif et sensoriel à votre façon d'amener la nourriture. Et là, on parlait justement des 5 sens, qu'on peut toucher la nourriture, goûter ces 2 choses. Et vous parlez aussi, avant ça, du système digestif. On avait aussi, par rapport au système digestif, comment on peut savoir au niveau de la digestion quand l'aliment ne convient pas, par exemple? Est-ce qu'on a un code avant d'être malade, admettons, là, avant d'avoir... Si vous le digérez mal, on dit que ça nous reste sur l'estomac, là. OK. Ou ça nous fait une barre. Ou encore, notre ventre gonfle après qu'on a mangé telle affaire. On a des gaz. On peut avoir des maux de tête. On peut avoir des raches aussi. Des éruptions. Des éruptions, absolument. Fait que là, à ce moment-là, on peut se poser une question. Qu'est-ce qu'on a mangé? Mm-hmm. Est-ce que ça revient à chaque fois que je mange telle affaire? Puis des fois, ça peut être aussi dans des circonstances. Quand on est stressé, ça peut arriver que certains aliments passent pas. Exact. Et quelque chose que vous avez mentionné aussi, c'est par rapport à la faim, la soif et la fatigue. La fatigue, c'est ça. Alors, ces 3-là, vous dites que ça se mélange. Oui, parce que notre corps... Il nous envoie des informations. Mais il ne nous envoie pas des informations auditives. Il nous envoie des... Il va pas dire à ton oreille, « Hey, t'as faim, là! Hey, t'as soif, là! » Non, non. Ce sont des impressions. Puis ça, c'est tout réglé par nos systèmes hormonaux. Fait que donc, il faut être capable de distinguer chacune de ces impressions-là qui nous dit « J'ai soif, j'ai faim ou je suis fatiguée. » Fait que vous nous montrez à différencier les 3. Je vous donne des exercices qui vont vous aider à différencier ça. Parce que c'est nous qui va découvrir, dans notre façon à nous, le code que, OK, ça c'est fatigue, OK, ça c'est faim, ça c'est soif. Mais vous suggérez aussi quand on pense qu'on a faim, toujours boire de l'eau avant. Comme ça, si jamais on a plus faim, c'est parce qu'on avait vraiment soif. Exactement. Ça, c'est un des trucs que vous donnez. Oui. Et vous parliez aussi de faim, de fausse faim et de vraie faim, comme ça vous les appelez, fausse et vraie? La faim psychologique et la faim physiologique. OK, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la vraie faim, la faim physiologique, ça a des, comment je pourrais dire, des signaux, une contraction d'estomac, mettons, c'est quelque chose que tout le monde a vécu à un moment donné, vous êtes bien absorbé dans quelque chose, tout à coup vous avez une crampe. Puis là, vous apercevez, il est 2 heures, j'ai pas mangé. Là, vous avez faim, là, ça fait un gros creux, là, mais là, vous êtes absorbé, vous n'avez pas le temps d'aller vous préparer à manger, ça s'en va. Mais ça va revenir 15, 20, 30 minutes plus tard. OK. Tandis que la faim psychologique est obsessive. Elle peut avoir le même symptôme, mais elle s'en va pas. Puis vous êtes obsédé par un aliment quelconque. OK, c'est intéressant. Mais ça peut survenir dans des circonstances particulières. Parce que ça pourrait être relié justement à, comme le sucre. Ça, écoute, on sait tout le sucre, il y a de l'émotivité là-dedans, qu'il y aurait comme une programmation où, je sais pas, moi, je me souviens quelqu'un qui m'avait déjà dit qu'elle allait dans un couvent au collège privé, puis sa mère était malade, quelque chose. Puis à chaque fois qu'elle voyait sa mère, il apportait un dessert. Fait qu'elle était programmée que affection était égale à sucre. Est-ce que ça peut être un bon exemple, ça? Ça n'est un bon exemple. Donc, quand elle manque d'affection, quelque chose de la personne, ou quand elle est triste, le dessert, soit le gâteau au chocolat ou peu importe, il va te revenir dans la tête obsessivement. Là, tu sais que c'est pas une vraie faim, c'est ça? Exactement. Puis quand vous parlez de programmation, là, vous me faites penser, quand les parents disent à leurs enfants, là, mange tes légumes, t'auras pas de dessert. Ça, c'est l'enfer. Sérieux? Parce qu'on leur dit, c'est bien meilleur du dessert que des légumes. C'est ça qu'on leur dit à travers ça. Puis c'est pas ça qu'on veut dire, en fait. Ben, c'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est ça que l'enfant comprend. Fait qu'il reste avec cette idée-là, puis les légumes, ça passe toujours après le dessert. Donc, ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Tu as le goût de manger ton dessert avant tes légumes ou tu te forces à te débarrasser de tes légumes pour pouvoir avoir ton dessert. Oui, puis tu prends pas le plaisir de déguster tes légumes. Peut-être même pas le dessert non plus. Tu te dépêches à le manger. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut se défaire quand on prend pas les ateliers. Oui. Et vous parlez aussi de l'acte sacré. Ou comment on dit ça? L'aspect sacré de l'acte alimentaire. Oui. Ça veut dire quoi? En fait, dans les étapes,
Puis, il y a des ateliers, mais je fais aussi la reprogrammation alimentaire en consultation individuelle. Et la dernière étape, c'est se préparer à manger dans les deux sens. Donc, préparer la nourriture soi-même, mais se préparer dans le sens de l'attitude, de se préparer à manger, d'être là, d'être présent. Qu'est-ce qu'on fait? L'acte alimentaire, donc, juste tu viens de te préparer quelque chose d'intéressant, de beau, tu mets ton assiette, tu la regardes, tu prends juste une respiration pour te préparer à manger et dire à ton corps, je te nourris. C'est intéressant parce que avant, on faisait souvent, je pense que ça s'appelle bénédicité. Le bénédicité, absolument. Bon, on remerciait pour la nourriture et moi, j'avais déjà entendu dire que ça nous mettait dans un état, justement, réceptif, et ce que le corps digérait mieux, et ce qui était comme plus préparé. Est-ce que ça a un peu la même connotation, ça, tout à fait. Ça permet le centrement. Le centrement, puis de se rapailler pour dire « je mange ». Combien de fois on mange? Puis on mange, puis on ne sait même pas. Je vous dirais 2 heures après, là. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Vous allez être obligé d'y réfléchir, puis des fois, vous ne seriez même pas capable de le retrouver. C'est terrible, ça. Ça veut dire qu'on a mangé. On n'était pas du tout conscient de qu'est-ce qu'on faisait. Sur le coin de la table, sur le pouce, on se dépêche, on fait l'autre chose en même temps. C'est vrai qu'on fait souvent ça, surtout le midi. Je sais pas pourquoi, mais le midi, je trouve que c'est plus porté vers ça. Fait que quand on fait ça, on ne peut pas être connecté avec nos sensations corporelles. Alors, sujet très intéressant, l'alimentation sous tous ses aspects visuels, gustatifs, le côté même spirituel qu'on pourrait dire, hein, l'art comme on parlait il y a quelques secondes, l'acte alimentaire, donc pas juste de prendre n'importe quoi, gober ça, mais vraiment quasiment le bénir, l'apprécier, préparer son corps, parce que, OK, regarde, là, j'étais en train de faire quelque chose, et là, maintenant, on respire, on mange, J'imagine que la digestion doit être beaucoup plus facile quand on fait des choses comme ça. Est-ce que je me trompe? Oui, la digestion est plus simple. Parce que vous, avec tous les gens que vous voyez, tout ça, est-ce que c'est un commentaire qui revient, ça, qu'ils se sentent mieux, la digestion, moins lourd? Surtout, ils mangent moins vite. Manger moins vite. C'est ça le commentaire qui revient le plus souvent. Quand on fait ça, on mange moins vite. Oui, donc ça veut dire qu'on peut manger moins puis être plus en contact avec nos sensations de satiété. OK. Alors, dans les cours, vous parlez aussi du côté technique, hein, les aliments, c'est quoi les aliments de base, là, les glucides, les protéines, ça, vous parlez de ça aussi? Vous expliquez un peu? Non, parce que je ne fais pas un cours de nutrition fondamentale, c'est vraiment un cours d'exploration. OK. Fait que dans les ateliers, on a toujours une partie d'échange, c'est bien important avec les participants. Je fais toujours une petite partie théorique, puis ensuite, c'est beaucoup la partie pratique, où on découvre des affaires. Puis les gens repartent toujours chez eux avec un petit devoir à faire pour la semaine, puis après ça, on se revoit, puis on échange là-dessus quand les gens reviennent. Là. OK. Puis quand vous parlez des éléments nutritifs de base, c'est quoi? À ce moment-là, c'est-tu plus comme les vitamines, des choses comme ça, ou... Oui, on en parle. Mettons, quand je parle des céréales, je peux parler de certains minéraux, OK. etc. Je parle des fibres, des choses comme ça. Mais je fais pas un cours là, de dire qu'est-ce que ça fait une protéine dans le corps. Quand je parle de la digestion, je le dis où on absorbe nos protéines, où on absorbe nos glucides. Mais je fais pas un cours fondamental. Là. OK. De toute façon, dans le livre Festin végétarien, on a tous les exemples de c'est quoi une légumineuse, c'est quoi un glucide, je veux dire, tout ce qui est légumineuse, céréales, tout ça, les protéines végétales et tous les légumes et les fruits, c'est tout bien indiqué là. Et les gras, vous parlez beaucoup de changer les gras, utiliser des huiles de pression à froid, des avocats. Mm-hmm. Et vous parlez aussi de ça au niveau de quel bon gras utiliser. Oui. Dans le livre, c'est tout indiqué. Vous en parlez aussi dans le cours. Et vous parlez aussi de manger plus de légumes. Vous appelez ça des super légumes, je pense. Qu'est-ce que c'est des super légumes? Puis pourquoi on prendrait des super légumes?
les super légumes, bon, je les ai appelés comme ça parce que c'est des légumes qui sont plus denses au niveau nutritif, là. Vous dire qu'ils en ont plus dedans? Ils contiennent soit plus de minéraux, plus de vitamines, un petit peu plus de protéines aussi. Bon, les légumes, c'est pas nécessairement une source de protéines, mais ça compte quand même, surtout quand on est végétarien. Fait que c'est tous nos légumes verts foncés, nos légumes denses, comme les brocolis, toutes les familles des choux, puis tous les choux en feuilles, là, le chou frisé, le kale, le chou collard, le bok choy, les petits pois, les asperges, tous ces légumes-là, là, c'est vraiment les bons légumes. Puis aussi les feuilles comme les bêtes à cardes, les épinards, ces légumes-là. Là. Alors ça, vous dites comment de mettre de la couleur dans son assiette, dans son alimentation. Absolument, absolument. Ça doit avoir un effet sur le visuel aussi, d'avoir toutes ces belles couleurs-là. Il me semble que ça doit aider, non? Oui, puis je comprends pas comment ça se fait qu'on peut ne pas aimer les légumes. Imaginez un repas pas de légumes, ça va être jaunâtre, grisâtre, brunâtre. S'il n'y a pas de légumes, là, il n'y a pas de couleur, blanchâtre. C'est fade. Ça va être très, très, très fade. C'est vrai, pareil. D'ailleurs, quand on voit des livres de recettes, on voit rarement un morceau de steak. On va voir beaucoup plus des légumes ou la tige d'une herbe ou quelque chose comme ça. Alors, il y a sûrement une raison pour ça. Alors, au début de l'émission, on parlait de quel type de mangeurs sommes-nous? Alors, gourmand, gourmet ou grignoteur? Qui est quoi? Bon, le gourmand, ça, là, si vous avez la chance d'observer ça, là, avec les jeunes enfants, là, regarde, moi, j'ai beaucoup vu ça dans les garderies. Le gourmand, là, c'est vraiment celui, là, il sait que c'est l'heure de manger, il va s'asseoir à table avant tout le monde, puis c'est lui, souvent, qui va leur demander une deuxième portion. C'est bon manger. OK. Ça, c'est notre gourmand. OK. Puis lui, il n'est pas gêné, il aime ça goûter bien. Ça le rebutera pas, là, s'il ne connaît pas ça. Il va avoir le goût. OK. Le gourmet peut aussi être gourmand, mais lui, il va être plus raffiné. Ça veut dire qu'il va aimer une belle présentation. Ça peut être bon, mais si c'est mal présenté, ça ne va pas lui plaire. Puis ça peut lui couper l'appétit. OK. Genre, il va aller en voyage, puis la nourriture, là, c'est pas insalubre, là, mais c'est pas bien présenté. Il va préférer ne pas manger, perdre 10 livres, puis pas manger. Pour lui, c'est pas acceptable. OK. Ça, c'est notre gourmet. Et puis notre grignoteur, là, lui, là, manger, là, c'est trop. C'est lui qui nous a inventé une pilule pour manger. C'est trop dans sa vie, ça lui fait perdre du temps. Il n'est pas intéressé. C'est le genre de personne que vous invitez chez vous, là, puis vous avez cuisiné toute la journée, puis lui picosse dans son assiette. Mais par contre, si vous savez que c'est un grignoteur, vous allez pouvoir l'excuser. Tu fais plein de petites choses. Tu fais plein de petites choses, puis il va picosser dans son assiette. Est-ce que vous en parlez un peu de ça dans vos cours? Quel type de mangeur on est? Ah oui, ça fait partie du premier cours. Puis les gens ont un questionnaire, puis ils peuvent trouver quel type de mangeur. Puis je les invite dans la semaine à regarder autour d'eux quel type de mangeur les entoure. Ah, c'est vrai, c'est vraiment comme... Hein? C'est le fun. Tu fais tout ça dans le bon, la gaieté et la légèreté. Il ne faut pas que ce soit une lourdeur. Exactement. Alors, Danielle Lamontagne, merci beaucoup. Pour vous rejoindre, www.daniellelamontagne.com. Il y a aussi un téléphone. Oui. Est-ce qu'on peut le donner? Oui, pas de problème. Allez-y. 514-727-9997. Alors, pour les ateliers, pour le livre, pour des consultations privées, ces deux sites-là, ce numéro de téléphone-là, on peut vous rejoindre. Et sur votre site aussi, il y a d'autres informations par rapport à la nutrition et tous les cours, etc. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon succès pour vos cours, vos ateliers et pour ce livre Festin végétarien. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, nous avons parlé de reprogrammation alimentaire, de toutes sortes de façons de sentir la nourriture et découvrir ce qui nous convient vraiment comme aliment. Je pense que c'est l'objectif de chaque personne. Alors, merci à notre invité Danielle Lamontagne. Merci à Guy Lafrance pour la production. Merci d'être à l'écoute de Radio Ville-Marie. Joëlle G, votre animatrice, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Votre santé d'abord.